Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord commencer par vous remercier de me faire l'honneur de cette invitation et de me proposer d'ouvrir cette université d'été et d'automne d'Andorre que j'ai la chance, grâce à vous, de découvrir pour la première fois et je l'espère pas la dernière. Alors nous allons essayer d'évoquer quelques-uns des enjeux éthiques des avancées technologiques, mais comme toujours, pour commencer, la déclaration de lien d'intérêt, parce que le premier élément de l'éthique et de l'intégrité scientifique, c'est de déclarer d'où l'on parle. Et donc, comme ça a déjà été dit, je suis neurologue et neuroscientifique, je suis à la Salpêtrière pour traiter des tumeurs cérébrales et je dirige le département de neurosciences de Sorbonne Université. Mais si vous m'avez invité aujourd'hui, c'est essentiellement pour vous parler de l'expérience de bioéthique que j'ai à travers différents comités, le comité d'éthique de l'INSERM que je préside, ou le comité international de bioéthique de l'UNESCO que j'ai présidé jusqu'à l'an dernier, pour ne citer que cela. Et puis, il y a quelques livres que j'ai écrits également. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question de l'éthique? Souvent, l'éthique est vue comme une question normative, c'est-à-dire un ensemble de règles à respecter. Et souvent, c'est vu, surtout dans le milieu médical, comme quelque chose de contraignant. Il faut remplir des formulaires, il faut pouvoir faire des essais cliniques, on y reviendra tout à l'heure, il faut passer à travers une fourchette d'un certain nombre de comités. En fait, l'éthique et l'éthique médicale et l'éthique biomédicale, ce n'est pas ça. C'est d'abord une respiration de la liberté. Et pour reprendre ce que dit Paul Ricoeur, le fait de faire de la recherche scientifique est une grande liberté. Elle a été acquise par les grandes révolutions américaines et françaises. Avant, il y avait un privilège royal. On avait le droit d'enseigner ou le droit de faire certaines recherches uniquement si le souverain l'autorisait. Mais depuis, c'est la liberté de la recherche. Et cette liberté de la recherche doit s'articuler autour de la liberté publique. C'est pour ça que Ricoeur dit à l'affirmation « pour soi », par le chercheur, le scientifique de la liberté, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit, c'est-à-dire une vision inclusive de la liberté. C'est exactement ces relations science-société qui étaient évoquées juste avant. Et puis, la question de cette liberté, elle doit ensuite s'appliquer selon une sagesse pratique, nous dit Ricoeur, à chaque cas particulier. Il ne peut pas y avoir de règle générale parce qu'on va le voir. Nous avons à faire face tous les jours à des cas particuliers. Et puis, quand il s'agit de comité d'éthique institutionnelle, c'est la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Et puis je voudrais terminer cette question de la liberté avec une phrase d'Éric Kandel, qui est un prix Nobel, qui a eu son Nobel pour des travaux fondamentaux qu'il a fait sur les mécanismes de la mémoire. Éric Kandel nous dit que la capacité des gens à faire le bien rend la réflexion éthique agréable, désirable. Mais la capacité des gens à faire le mal la rend absolument nécessaire. Voilà posé le décor. À partir de là, je ne vais pas faire de la philosophie, j'en serais bien incapable, mais vous rappelez que tout ce que nous discutons aujourd'hui est basé sur 2500 ans d'histoire de la philosophie avec des penseurs qui ont marqué les jalons de l'éthique et dont nous sommes les héritiers et dont nous utilisons finalement les concepts. Si on prend Aristote, l'éthique de Nicomaque, et Nicomaque était à la fois son père et son fils, on ne sait pas très bien pour qui il a écrit le traité, le bonheur, c'est de ne pas souffrir et d'exercer la vertu par la raison. L'homme raisonnable, c'est celui qui, conscient de son ignorance, n'exercera ses savoirs qu'avec prudence, avec une sagesse, une prudence. Le fait de ne pas vous souffrir, c'est ce qui a inspiré tout l'empirisme anglais en particulier, et la règle des 14 jours pour cultiver des embryons in vitro découle en fait directement
de cette phrase « ne pas souffrir ». Ne pas souffrir, pour souffrir, il faut un système nerveux. Le système nerveux, quand commence-t-il? Quand la possibilité de souffrir commencerait-elle? Eh bien, le comité Warnock, dans les années 90, a décidé que, à la surface de cette petite framboise, de cette microscopique framboise qu'est l'embryon humain de 14 jours, quand apparaît une première différenciation à quelques cellules qui, bien plus tard, plusieurs semaines plus tard, formeront le système nerveux, eh bien, la capacité de souffrir apparaît. Et donc, avant 14 jours, c'est un pré-embryon. Après 14 jours, c'est un embryon. Avant 14 jours, on peut faire de la recherche. Après 14 jours, on arrête d'avoir le droit de faire cette recherche. Vous voyez comment des réglementations, en Grande-Bretagne en 1990, s'inspirent d'une philosophie de 2500 ans. Il est important de noter l'éthique de Spinoza, pour qui il n'existe aucune liberté de penser, on va y revenir tout à l'heure avec la question des neurotechnologies, mais que nous pouvons, même si nous n'avons pas de libre arbitre, nous pouvons essayer de progresser dans notre connaissance en essayant de comprendre quels sont les déterminants qui agissent sur nous. Le président a déjà évoqué tout à l'heure, par exemple, l'un de ces déterminants. Nous savons que les déterminants sociaux sont essentiels pour la santé et que malheureusement, les personnes les plus pauvres sont également les plus malades et celles qui vivent le moins longtemps. Et puis enfin, pour comprendre nos sociétés démocratiques, nous vivons tous dans des sociétés néo-kantiennes qui s'inspirent de la philosophie de Kant et dans lesquelles il y a des universaux. Nous devons faire un certain nombre de choses, pas pour une raison ou pour une autre, mais par devoir. On doit toujours considérer l'être humain toujours comme une fin, toujours comme un autre être humain, et jamais seulement comme un moyen. C'est un impératif catégorique sur lequel nous continuons à vivre à travers des philosophies décrites, par exemple, par John Rawls pour l'évolution dans les sociétés modernes ou John Dewey. Alors à partir de là, il est essentiel de différencier l'éthique et la morale, même si le mot grec ethikos et le mot morales latin ont la même racine. La morale, ce sont nos valeurs, ce que nous considérons comme le bien ou le mal. Et ces valeurs, nous les avons, nous les gardons, elles sont inspirées par notre culture et nous n'allons pas en changer. Quand vous entrez dans un comité d'éthique, c'est un impératif catégorique. Tu ne tueras point ne se discute pas en termes de morale, par exemple. Mais l'éthique, ce n'est pas ça. L'éthique, c'est un impératif hypothétique. Comment, à partir de différentes valeurs, nous pouvons les articuler, et c'est ça que nous faisons dans les comités d'éthique, afin d'arriver à trouver ensemble une bonne solution. Oui, tu ne tueras point, mais quand ma vie est en danger, par légitime défense, mais dans des contextes de guerre pour protéger ma famille, cette valeur absolue devient une valeur relative. Vous voyez que l'éthique, c'est comment on articule nos valeurs pour faire société. Et puis, on a évoqué déjà la crise du Covid à plusieurs reprises, et on a vu dans cette éthique du Covid s'affronter deux éthiques. Une éthique de la conviction. Je sais parce que je pense que cette éthique de l'opinion, de la conviction qu'on voit sur ces chaînes de télévision d'information en continu, qui sont en fait de la désinformation en continu, alors que vous avez en face l'éthique de la responsabilité. J'essaye de comprendre à travers ma raison, vous voyez, nous revenons à Spinoza, qu'est-ce qui me permet de prendre une décision et qu'est-ce qui me permet une évaluation de la situation. Un lieu commun pour les hommes, c'est de dire que les femmes sont des mauvais conducteurs ou des mauvaises conductrices. Eh bien, ça c'est de l'éthique de la conviction, mais l'éthique de la responsabilité, c'est d'aller voir les statistiques d'accidentologie et de se rendre compte que les femmes ont moins d'accidents de voiture que les hommes. Et donc, elles sont finalement meilleures conductrices que les hommes. À partir de là, pourquoi faut-il que des scientifiques qui sont impliqués dans la recherche du vrai, dans la recherche de la connaissance, qui sont
des universitaires, qui sont des gens au service de la collectivité, pourquoi faut-il se préoccuper de ces questions d'éthique? Eh bien, parce que les plus grands savants qui nous ont précédés ont pu, à certains moments, s'égarer et avoir des positions éthiques absolument condamnables aujourd'hui. Je prends 3 exemples ici. Le plus grand d'entre tous, Louis Pasteur. Nous avons fait de la biologie parce que 2 personnes ont ouvert la voie, Claude Bernard avec l'introduction de la médecine expérimentale, Louis Pasteur avec la démonstration que un certain nombre de faussetés du passé, comme la génération spontanée, n'existait pas. Eh bien, Louis Pasteur écrit en 1884 à son principal sponsor, l'empereur Pedro II du Brésil. L'Institut Pasteur à Paris existe grâce à l'or du Brésil que lui a envoyé Pedro II, pour lui demander de mettre à sa disposition des condamnés à mort pour tester le vaccin contre la rage ou tester des médicaments contre le choléra. Pedro II sera horrifié et dira que même le pire des criminels a le droit à sa liberté de penser et on doit respecter sa vie. Il enverra encore un sac d'or à Pasteur, mais il ne l'autorisera pas à faire ce type d'expérience. Et puis, en Europe, dans les pays développés, nous avons connu l'eugénisme, un drame du début du XXe siècle. L'eugénisme, c'est le fait de croire qu'il existe des gènes, des déterminants, qui font que les uns sont meilleurs que d'autres. Et pour prendre un exemple, Charles Richer, prix Nobel 1913, Charles Richer, c'est celui qui a découvert les bases de l'immunité spontanée. C'était un homme de haute valeur, un franc-maçon. C'était quelqu'un qui a eu le courage de prendre parti pour le capitaine Dreyfus à une période où c'était très difficile de le faire. C'était un pacifiste dans une France qui ne pensait qu'à prendre sa revanche sur l'Allemagne après la défaite de 1871. Donc il a tout pour être un homme de bien. Et c'est cet homme qui va fonder la Société française d'eugénisme et qui va écrire dans un livre de 1913 qu'il faut éliminer les races inférieures. Et vous imaginez que dans la France de 1913, les races inférieures, c'est malheureusement tous les pays des colonies que la France a pu conquérir. Je passe sur Alexis Carrel, qui lui aussi a été un prix Nobel pour tout le travail sur la chirurgie cardiovasculaire et qui se commettra dans la collaboration et le nazisme. Donc, il ne suffit pas d'être des grands scientifiques et l'éthique s'impose à nous. L'éthique de la recherche biomédicale, elle s'est imposée à nous à travers des crises, à travers des drames. Bien sûr, l'histoire des camps nazis et des malheureux déportés, juifs pour la plupart, sur lesquels des atrocités ont été commises sans qu'aucune connaissance scientifique n'émerge de ces atrocités. Ça donnera le procès des médecins à Nuremberg, procès dans lequel seront rappelés les 10 principes qui existaient avant même la Seconde Guerre mondiale et qui auraient dû interdire à ces médecins de pratiquer les atrocités qu'ils ont pratiquées. Ces 10 principes seront considérés ensuite comme le code de Nuremberg. Et ces 10 principes, c'est d'abord le respect de la dignité humaine, qui donne le consentement libre et informé de la personne pour une expérience. C'est l'évaluation du rapport bénéfice-risque, quelle est la valeur de l'expérience et quelle connaissance peut-on en attendre. Et je vous rappelle que dès 1865, Claude Bernard, dans l'introduction à la médecine expérimentale, disait que la morale médicale, c'était de ne jamais rien faire à un individu, quelque chose qui puisse lui être nocif en quoi que ce soit, même dans l'intérêt de la science. Et puis, c'est la justice, et à l'époque, la justice, c'est la justice pour la société, l'intérêt pour la société. Des travaux des années 50, et en particulier de tout ce qui va émerger avec les techniques nouvelles, en particulier les techniques de réanimation, la dialyse rénale, la possibilité de faire des greffes, émergera en 1964
la charte d'Helsinki qui reprendra la notion de dignité humaine avec le consentement libre et informé, la notion de non-malfaisance, de bienfaisance, la notion de justice pour l'individu. On a déjà évoqué la question de l'accès aux soins, on y reviendra, et la question de la justice pour la société. C'est ce qu'on a vu pour le Covid avec la question de l'épidémiologie et de la possibilité de développer des statistiques au bénéfice de tous. Et puis, c'est la création des comités de protection des personnes, des comités d'éthique, pour justement décider qui aura le droit, qui pourra bénéficier de ces techniques, la dialyse rénale, qui pourra vivre quelques semaines ou quelques mois supplémentaires, la greffe, dans quelles conditions on fera des greffes. Et puis finalement, c'est au tournant des années 70, aux États-Unis, à travers un rapport du Sénat, que découvrant des scandales abominables, on a testé sur des orphelins, on leur a injecté des virus de l'hépatite pour regarder comment ces orphelins développaient l'hépatite dans un orphelinat à Willowbrook. On a laissé les pauvres noirs du sud de la Louisiane développer la syphilis alors que les antibiotiques existaient déjà. Suite à ces scandales sanitaires, les rapports Belmont seront le socle sur lequel se construiront les comités d'éthique. Comités d'éthique en général, comme le Comité consultatif national d'éthique ou Comité d'éthique de la recherche. Alors, au cours des 10 dernières années, parce que l'accélération est incroyable, nous avons vu des avancées spectaculaires dans différents domaines qui impactent la société et nous conduisent à nous interroger sur la manière dont nous pouvons bénéficier de ces avancées, mais aussi des conséquences de ces avancées. Alors, ce soir, nous ne pourrons pas aborder toutes ces questions, mais je vous en mentionne quelques-unes pour lesquelles vous pourrez trouver des notes sur le site du comité d'éthique de l'INSERM. Vous faites éthique INSERM, vous trouvez en français, en anglais, ces notes. Vous pouvez aussi trouver des notes sur le site du comité international de bioéthique de l'UNESCO dans plusieurs langues. Citons quelques domaines. L'édition du génome. L'édition du génome, c'est quelque chose d'ancien. Ça fait plus de 40 ans que nous savons faire des souris transgéniques. Donc, il y avait déjà de l'édition du génome, mais c'était extrêmement difficile, extrêmement long, extrêmement lourd. Tout d'un coup, à partir de 2012, avec le système CRISPR-Cas9, les choses deviennent rapides, peu chères, faciles. C'est une révolution. Et cette révolution, elle va s'incarner cette année, l'année 2024, avec les thérapies géniques des maladies du sang comme la drépanocytose ou la bêta-thalassémie, qui sont une extraordinaire révolution. Les gens ne vont plus avoir besoin de transfusion, vont arrêter de souffrir de douleurs effroyables pour la drépanocytose, vont arrêter de mourir de ces maladies, mais chaque traitement coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Comment les populations qui en ont le plus besoin, en particulier en Afrique ou dans le pourtour méditerranéen, auront accès à ces technologies? Vous connaissez la génomique et toutes les questions éthiques autour des tests génomiques. On a parlé des nouveaux vaccins, en particulier pour le Covid, mais on sait aujourd'hui que ces vaccins ARN vont être très utiles pour le cancer. Je vais vous parler des neurotechnologies, parce que c'est évidemment un peu plus mon domaine, mais pour évoquer les données massives et les collectes de données massives, les organoïdes, ces petites structures qui cherchent à modéliser un rein, un foie, mais aussi certaines parties du cerveau, et maintenant des modèles embryonnaires, tout ce qui a été fait autour de la procréation médicalement assistée, la biologie de synthèse, et vous avez déjà évoqué l'intelligence artificielle. Alors, pour illustrer mon propos, avant de vous laisser la parole, j'espère que nous pourrons dialoguer de façon heureuse, de façon tranquille, je voudrais vous parler des enjeux éthiques de l'accès à notre activité cérébrale. Nous n'avons pas une personnalité d'un côté et un cerveau de l'autre côté. Ce qui produit notre personnalité, ce qui permet nos émotions, ce qui vous permet en ce moment de m'écouter, ce qui peut permettre à certains d'être en train de dormir parce que je les ennuie, c'est votre cerveau. Et l'accès à l'activité cérébrale, c'est
l'accès à une activité qui est la même, en tout cas de même nature pour chacun d'entre nous, quelle que soit son origine, son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion, la langue qu'il parle. Et les neurotechnologies, ce sont toutes les techniques qui vont permettre de lire l'activité cérébrale, de collecter des données cérébrales ou de modifier l'activité cérébrale. Alors, quelques exemples que vous connaissez déjà pour beaucoup. Par exemple, les casques EEG. On parle de procédés non invasifs, mais il y a aussi l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique, la stimulation magnétique transcrânienne, qui est très utile pour la rééducation après un accident vasculaire, la stimulation magnétique transcrânienne, la stimulation électrique transcrânienne par courant continu, et puis les interfaces cerveau-machine sur lesquelles on revient. Et puis il y a des procédés plus invasifs, c'est des électrodes que l'on met à l'intérieur du cerveau, ou c'est des modifications chimiques que l'on fait du cerveau et que l'on peut manipuler. Ces différents procédés vont permettre de collecter de l'information et de modifier l'activité cérébrale. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, pour le médecin, les maladies du cerveau, maladies neurologiques, première cause de handicap chez les jeunes, c'est la sclérose en plaques. Principale cause de mortalité, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies psychiatriques. L'autisme, c'est 1 à 1,5% des enfants. La dépression nerveuse, d'autres pathologies mentales, tout cela représente 1/3 de nos dépenses de santé. À l'échelle de l'Europe, chaque année, 1 000 milliards d'euros sont consacrés aux maladies du cerveau. Pour les États-Unis, 1 500 milliards. Donc, l'enjeu est colossal et les neurotechnologies ont été développées évidemment, à partir des années 1930 pour faire les diagnostics, comme diagnostic d'épilepsie à l'électroencéphalogramme, mais l'imagerie cérébrale a été aussi faite pour faire du diagnostic, et puis à partir de la fin des années 80, avec les électrodes de stimulation profonde, la possibilité de soigner certaines formes de maladies de Parkinson. Alors, tout cela n'est pas de la science-fiction. Je voudrais vous donner 3 exemples très récents, des publications de Nature de cet été, des publications du printemps dernier. On est aujourd'hui avec des nappes d'électrodes qui sont extrêmement puissantes. On est capable, avec une puce qui fait la taille de la puce de votre carte de crédit, d'avoir plusieurs milliers d'électrodes d'enregistrement ou de stimulation. Eh bien, des équipes américaines ont été capables, chez des gens qui ont perdu la parole à la suite d'un accident vasculaire cérébral, d'être capables de leur permettre de s'exprimer, donc avec une voix de synthèse, avec une vitesse de 80 mots par minute en anglais. La vitesse normale d'un interlocuteur en anglais, c'est 120 mots par minute. Donc on est à 2/3 de la capacité de parole normale, et avec un vocabulaire de plusieurs centaines de milliers de mots. On a été, l'équipe de Grégoire Courtine à Lausanne, avec des dispositifs implantés au niveau du cerveau et de la moelle épinière, a été capable de permettre à une personne paralysée de retrouver de l'autonomie pour faire plusieurs dizaines de mètres de façon autonome. Puis un autre exemple, c'est la capacité de décoder suffisamment l'activité cérébrale pour manipuler un bâton, mais pas seulement le manipuler dans l'espace, également manipuler la force de pression sur ce bâton. Tout cela, c'est de la recherche fondamentale. Tout cela, c'est avec des électrodes implantées dans le cerveau. Mais à partir du moment où on est capable de décoder cette activité cérébrale, et à partir du moment où on est capable de la transférer à un ordinateur, tout est ouvert, c'est du développement technologique. Et ce développement technologique, l'armée américaine, avec la DARPA, un programme de 2 milliards de dollars, des entreprises privées, Facebook, Meta, Neuralink d'Elon Musk, Google, Kernel, ont déjà investi plusieurs milliards de dollars pour développer, en particulier, par exemple, ce procédé cerveau à texte, brain to text, pour vous permettre demain
d'utiliser un ordinateur sans clavier pour vous permettre de penser et de dicter à votre téléphone portable ou à votre ordinateur ce que vous avez dans la tête. Mais évidemment, ce que vous avez dans la tête ira sur votre ordinateur, mais ira évidemment alimenter les bases de données de ces entreprises au passage, qui ne manqueront pas de vous proposer quelques services en échange. Alors, ces données cérébrales, bien entendu, elles rentrent dans le contexte des réglementations déjà existantes, et en particulier en Europe, le règlement général des données, le RGPD. Ce sont des données personnelles parce que lire votre activité cérébrale, en particulier ce qu'on appelle le réseau par défaut, c'est une empreinte aussi bonne que votre empreinte digitale, meilleure que votre code génétique. Donc on peut, en lisant votre activité cérébrale, vous reconnaître en tant qu'individu. On peut vous identifier. Et à partir de là, on peut lire votre activité mentale. Donc, normalement, c'est protégé par l'article 9 du RGPD, mais l'article 9 du RGPD ne dit pas au bout de combien de temps on anonymise, excusez-moi, les données. Et dans le domaine des neurotechnologies, c'est dans les millisecondes que l'information est intéressante. Si vous anonymisez 1 heure après ou 2 heures après, cela n'a plus aucun intérêt. Il faut donc une gouvernance des données cérébrales et les risques qui sont identifiés, c'est évidemment l'accessibilité à vos données, le piratage, leur réutilisation non autorisée à travers les bases de données de ces entreprises qui pourraient les constituer, et puis l'accès à des données évidemment sensibles qui pourraient conduire à des abus. Alors, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. C'est ça la discussion éthique. Modifier le comportement d'un individu, bien dans certains cas, c'est un impératif éthique. Peut-être certains d'entre vous dans cette salle ont déjà vu un parkinsonien qu'on appelle akinetorigine, ce sont des parkinsoniens jeunes qui ont leur mouvement moteur totalement bloqué. Et quand le mouvement est bloqué, la capacité de penser est également bloquée. Grâce aux implants de stimulation profonde à haute fréquence, ils retrouvent une capacité motrice et ils retrouvent une capacité de penser. C'est le retour à l'autonomie. Donc, modifier le comportement dans ce cas est quelque chose de formidable. Mais ce qu'on a aussi observé, et je l'ai moi-même observé à la Salpêtrière au début des traitements de ce type, c'est qu'il suffit de quelques dixièmes de millimètres trop bas de mettre les implants un peu trop profonds pour créer des troubles de l'humeur, et en particulier des syndromes dépressifs, absolument qui répondent à la commande. On active le courant, la personne pleure, elle veut mourir, on arrête le courant, elle a retrouvé sa capacité de vivre. Donc, que signifie avoir la capacité de modifier le comportement d'un individu et qui contrôle la capacité de modifier ce comportement? La question de l'amélioration cognitive. En laboratoire, en tout cas, on peut améliorer certaines propriétés comme la mémorisation. Et je suis sûr que dans cette salle, vous seriez tous prêts à utiliser un petit procédé si on vous disait qu'en vous mettant un casque sur la tête ou des écouteurs dans les oreilles, et puis avec un petit choc électrique au moment où vous voulez vraiment retenir quelque chose, hop, ça marche et vous retenez tout ce que vous voulez. Pour les élèves qui sont rentrés aujourd'hui, quel formidable moyen d'apprendre cette voie beaucoup plus vite. Bon, c'est de la science-fiction, on n'en est pas là, mais surtout, cette amélioration cognitive, que signifie-t-elle si elle est au bénéfice de certains individus et pas au bénéfice de tous? Alors, je viens d'évoquer les enfants qui sont rentrés en classe aujourd'hui. Eh bien, l'une des choses importantes, c'est de se rendre compte de l'impact de ces technologies sur le cerveau des enfants. Le cerveau des enfants, ce n'est pas un cerveau adulte en petit. Le cerveau des enfants, c'est un cerveau en développement. Et le cerveau d'un adolescent, c'est un cerveau en ébullition, en recomposition, en réorganisation complète. Donc, quel est l'impact de ces technologies sur le cerveau des enfants? Je vous montre là une image qui est l'expérience d'une société américaine, Brainco, développée en Chine, où on monitorait l'état de vigilance des enfants en classe. Et puis,
le professeur avec un pupitre comme ça, avait comme ça devant lui le tableau de tous les élèves pour voir qui suivait, qui écoutait, qui n'écoutait pas. Et puis pour rendre l'expérience encore plus amusante et intéressante, les parents recevaient sur leur smartphone le compte-rendu du degré de vigilance de leur enfant au cours de la journée. Vous voyez dans quelle société on pourrait être. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure des enfants différents des autres, des enfants autistes, des enfants dyslexiques, des enfants dyscalculiques, des enfants malentendants. Est-ce que nous serons demain capables d'accepter la différence si nous passons d'un modèle de cerveau à un cerveau modèle? C'est une question qui nécessite d'être soulevée. Alors à partir de là, vous voyez que le développement des neurotechnologies, qui est merveilleux pour toutes ces maladies qui aujourd'hui sont sans solution, elle pose aussi des questions sur le fait de préserver notre intégrité physique, l'intégrité de notre cerveau et de son fonctionnement, l'intégrité de notre esprit. L'identité personnelle, je vous ai parlé de la capacité de modifier le comportement d'un individu, la liberté de penser, la capacité de biaiser ce comportement à travers un certain nombre d'incitations. L'intimité, ce que nous pensons, c'est le dernier refuge de ce que nous considérons. Vous pouvez penser en ce moment ce que vous voulez de ce que je vous dis, mais je n'ai pas forcément, moi, à le savoir, surtout si vous pensez que je suis un abruti. Donc, on a la question de la justice. Comment est-ce que ces technologies, si elles sont extrêmement coûteuses, atteindront les personnes qui en ont le plus besoin? Est-ce qu'il serait possible que des discriminations émergent à travers des biais algorithmiques? Le mésusage du stockage de ces données et de leur réutilisation non autorisée. J'ai déjà parlé de la question de l'amélioration. Les intérêts de l'enfant. Comment préserverons-nous l'avenir de nos enfants? Et puis, à travers ces questions, se repose systématiquement la question du consentement. Savons-nous exactement à quoi nous consentons en acceptant qu'on collecte des données? Est-ce que, en échange de ces informations, nous sommes, en échange du service, par exemple, de ne pas utiliser le clavier pour l'ordinateur, nous sommes vraiment prêts à sacrifier notre intimité et notre vie privée? C'est pour cela que le Comité international de bioéthique de l'UNESCO, et je vous incite à lire le rapport dans son entier, a souhaité reconnaître l'existence de droits du cerveau, de neurodroits dans notre vocabulaire, mais nous avons considéré que ce ne sont pas des droits humains nouveaux, ce sont des droits fondamentaux qu'il faut faire respecter dans le contexte tout particulier du développement des neurotechnologies. La liberté de penser, la liberté de conscience, ce sont des droits humains déjà inscrits dans la Charte fondamentale européenne ou dans la Déclaration universelle des droits. Mais nous devons repenser ces droits à l'aune et au regard des neurotechnologies. Et donc, il faut que les différents États transforment ces droits implicites en droits explicites, en droits positifs. Et des pays comme le Chili, par exemple, ont commencé à le faire. La France, dans ses lois bioéthiques, l'Espagne est en train de travailler sur ces questions. Il faut développer un cadre de bonnes pratiques, aussi bien pour les scientifiques que pour les entreprises. L'OCDE a déjà pris des recommandations, donc cette recommandation 457 que je vais vous présenter tout de suite. Il faut que pour les journalistes, il y ait un éveil et une information fiable, et puis d'une façon générale, il faut que le public soit informé. Et je vous remercie de me donner l'occasion d'évoquer ces questions devant un plus large public. Alors, juste pour vous prendre les recommandations de l'OCDE, promouvoir l'innovation, je vous l'ai dit, c'est essentiel pour répondre aux besoins de santé en particulier, mais aussi peut-être à des besoins d'éducation pour aider des enfants en difficulté. Promouvoir l'évaluation de la sécurité, l'inclusivité, la collaboration. Promouvoir la délibération sociétale, c'est ce que nous faisons ce soir avec cette réunion. Renforcer la capacité des organes de surveillance. On peut faire confiance, mais ça n'interdit pas le contrôle. Protéger les données personnelles, promouvoir une culture de la gestion. Il a déjà été dit que la science n'est pas bonne ou mauvaise, elle est ce que nous en faisons. Avec un marteau, on peut enfoncer un clou, on peut défoncer la tête de son voisin.
et puis anticiper les usages malveillants ou abusifs. Je voudrais terminer cette brève conférence en vous rappelant un mot de Michel Foucault, un important philosophe français, qui, dans un de ses tout derniers cours, en 1984, évoquait cette phrase de Socrate quand il va boire la ciguë, où il dit « Criton, nous devons un coq à Asclépios, payer cette dette, ne la négligez pas ». Comment est-ce que Socrate, le philosophe de la vie, peut demander à Criton, son élève le plus riche et le préféré, d'aller sacrifier un coq à Asclépios, c'est-à-dire un remerciement au Dieu de la guérison, alors qu'il va mourir. Eh bien, Michel Foucault dit, c'est parce que dans un autre passage, non pas du Phédon, mais du Criton, Criton est venu lui proposer de fuir Athènes. Et s'il avait fui Athènes, il aurait fui son enseignement, il aurait renoncé à ses élèves, à son école, et il aurait renoncé à lui-même. Michel Foucault dit il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité. Nous sommes humains parce que nous avons, depuis notre naissance, interagi avec d'autres humains. Nous sommes devenus humains dans les yeux de nos parents, dans les interactions verbales avec nos parents, puis avec d'autres adultes, et on voit avec les enfants loups l'incapacité de certains éléments de développement. Le grand risque de ces technologies, des nouvelles neurotechnologies, mais d'autres, c'est de croire à un individu surpuissant qui, en perdant le contact avec les autres, perdrait son humanité. Et puis, je terminerai avec cette proposition aussi foucauldienne de la biopolitique que nous avons vécue avec l'ère du Covid. Il y a des sociétés prémodernes. C'est le Moyen-Âge où, pour contrôler la cité, on parque les gens chez eux. C'est le modèle de la quarantaine, c'est ce que les Chinois ont fait avec l'économie, avec la crise du Covid. Dans l'ère moderne, on a une médecine basée sur les preuves, et cette médecine basée sur les preuves, elle va chercher à contrôler les corps, tous ces paramètres que nous avons, la biologie, sur le sang, la pression artérielle, le sucre. Et puis on entre dans un nouvel âge de biopolitique avec des technologies émergentes, l'intelligence artificielle, les neurotechnologies, les données massives, où là, l'objectif est maintenant non plus de contrôler les corps, mais de contrôler les comportements et peut-être même demain contrôler les pensées. Et pour rester une société, pour maintenir entre nous le dialogue, pour ne pas perdre cet élément essentiel de notre humanité, nous devons construire les instruments qui nous protègent et qui nous permettent de rester humains. Merci de m'avoir écouté.